Bon, ben merci d'être là, à ceux qui sont là, ceux qui sont venus. On va vous parler un petit peu du thème qu'on a choisi, c'est-à-dire peut-on tout promettre pour être élu à partir de ce livre, Sarko mensonge, qui a pris et repris beaucoup de déclarations de Nicolas Sarkozy avant la campagne de 2007, et puis on les a mis en regard un petit peu de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, et de la façon dont il est revenu sur ses promesses et sur beaucoup de ses promesses. L'idée de ce livre, la genèse, elle est née d'abord par un autre bouquin que j'avais fait avant, qui s'appelait Sarko Gogo, et dans lequel j'avais déjà décrypté quelques phrases de Sarkozy, en les analysant de façon plus subjective, et en voulant faire la démonstration que ceux qui critiquaient le président de la République, c'était ceux-là même qu'il avait élu, et donc qui s'étaient fait avoir par son discours et ses promesses de réforme. Et ensuite, justement, ce sont ces déclarations-là qui vont intéresser, parce qu'au fur et à mesure que les mois de sa présidence avançaient, il était omniprésent et il ne manquait pas à chaque fois de faire encore d'autres déclarations sur quelques lieux où il se trouvait. Et souvent, en écoutant bien, on s'apercevait que ces nouvelles déclarations étaient contradictoires avec les précédentes, qu'elles étaient complètement fausses, qu'elles allaient dans une autre direction. Ou alors il répétait toujours la même chose. Par exemple, vous le verrez dans le livre, il parle du plein emploi. Son leitmotiv, c'est le plein emploi. Je vais créer le plein emploi. D'ici quelques années, on sera au plein emploi. Il y a encore un an, il parlait du plein emploi. Il disait, on tient bon, on tient le bon bout, on y est presque, on y sera. Et c'est exactement pareil pour le travail. La solution, c'est le travail. Il faut plus de travail, il faut créer du travail. Mais bon, on attend toujours pour l'instant. Alors donc, j'ai pris ces déclarations et puis je me suis dit qu'on pouvait peut-être en faire quelque chose. Il continue de marteler toujours les mêmes phrases. Et quelquefois, même, il s'auto-congratule, si je peux me permettre, de ses réformes. Pourtant, si on reprend bien son programme, beaucoup de celles-ci, de ces réformes, n'ont pas été annoncées. Il était par exemple vigoureusement opposé à l'allongement du temps de travail pour les retraites. Il l'a dit, il l'a répété, et on a vu le résultat. Inutile d'y revenir. C'est donc cette somme d'informations contradictoires et surtout saugrenues qui m'a intéressé. Et je me suis lancé dans ce livre en pensant que ce pourrait être un outil de débat intéressant, et en tout cas un outil de campagne, parce que cette fois-ci, il ne pourra peut-être pas faire deux fois la même chose. Il y a quand même des promesses qu'il ne pourra peut-être pas reprendre forcément, vu ce qu'il en a fait la première fois. Et à partir de là, je me suis demandé si toutes ces promesses de campagne de 2007 n'avaient pas été faites que dans le cadre d'une communication ciblée, vers une population qu'on reconnaît volontiers comme étant en défi perpétuel et permanent avec la classe politique, et qu'il avait besoin de rassurer pour leur dire, en tout cas, je suis l'homme de la situation, faites-moi confiance, je réglerai tous les problèmes. Voilà. Il importait donc pour lui de séduire, de convaincre et de se poser en rassembleur. Ensuite, même si l'exercice de la fonction, on a vu qu'il a fait tout autrement, l'ambition était au-dessus du réalisme et de l'honnêteté intellectuelle. D'où ce soir donc ce débat, ce thème, peut-on tout promettre pour être élu? Après tout, on a tous en mémoire encore la phrase de Charles Pasqua qui disait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et d'ailleurs, c'est l'objectif même de tous les plans de présentation de quelques problèmes politiques que ce soit, séduire, endormir, faire croire et beaucoup promettre. Mais l'idée générale de Nicolas Sarkozy, c'est la réforme. Alors la réforme, ça veut tout dire. Réformer, si l'on regarde bien ce que ça veut dire un changement important et radical apporté à une institution en vue d'une amélioration. Il a fait des réformes, c'est pas certain que ce soit amélioré. Ce qui n'a pas été le cas donc dans beaucoup de choses, et beaucoup de Français en conviennent d'ailleurs. Sa stratégie aussi, c'était de caresser dans le sens du poil, surréagir à chaque fait divers, à chaque événement, et en promettant de le traiter avec efficacité. Et chaque fois que les choses se reproduisaient, on reconvoquait encore une réunion, on disait qu'on allait faire, on disait qu'on allait agir, on disait qu'on allait prendre le taureau par les cornes. Il n'y a pas proprement dit dans sa campagne de ligne directrice et de conviction. Il adapte son discours à l'auditoire. Aux médecins, il promet une revalorisation et des moyens hospitaliers. Aux agriculteurs, il promet des aides. Aux fonctionnaires, après des déclarations tapageuses dans lesquelles il met en cause la fonction publique, lorsqu'il les rencontre, il leur tresse des louanges. Idem pour les instituteurs, après avoir renié l'école. Il fait fi de la culture, mais la place comme une priorité lorsqu'il rencontre justement les acteurs de la culture. Donc en fait, il fait un petit peu du saupoudrage. Il fait des déclarations en fonction de son auditoire, en fonction des gens qui l'écoutent, et bien sûr, il les caresse dans le sens du poil en leur promettant tout et n'importe quoi. Tout est à l'avenant. Partout dans les petites villes, il fait le même discours sur l'importance du territoire et des racines rurales, et on verra que par la suite, il n'a eu de cesse que de détruire justement les régions et les services publics qui vont avec. Alors, promettre pour être élu, c'est toujours un peu le cas, puisque pour quel candidat que ce soit, il faut bien partir d'un programme et d'une politique générale. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Se perdre dans des arguments que l'on va démentir la semaine suivante parce que le public ne sera pas le même. Ou bien encore, évidemment, quand les médias ne sont pas là, la contradiction permanente n'a pas beaucoup d'écho.
à un moment précis et dans un lieu précis. On ne sait pas toujours ce qui s'est dit sur un même thème dans la semaine précédente. Et heureusement pour nous, maintenant, nous avons Internet. Parce qu'autrefois, les déclarations, elles étaient publiées par la presse régionale, elles étaient un peu reprises par la presse, et puis 15 jours ou 3 semaines après, on n'en parlait plus. Maintenant, elles restent. Et c'est aussi comme ça qu'on est allé chercher beaucoup de déclarations, beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui se sont dites, et maintenant on ne peut plus contredire ce qui s'est dit, puisque c'est écrit, c'est précis et c'est sourcé. Voilà. Et c'est justement ça qui a changé maintenant la donne par rapport à toutes les campagnes de promesses non tenues qui ont été faites dans les années précédentes. Alors, se perdre dans les arguments, évidemment, c'est ce qu'il fait. Pas de chance pour lui. Il y a donc maintenant des traces écrites et les nouvelles technologies qui sont très précieuses et qui gardent ces traces. Alors, en fouillant un peu comme un archéologue du verbe, on trouve des mots par-ci, par-là, des déclarations, des formules à l'emporte-pièce, et on essaye de faire avec, et surtout de voir un peu ce qu'il en est advenu. Bref, des choses qui ne servent pas à bâtir un projet, mais plutôt des phrases parsemées destinées à atteindre l'auditoire visé, car l'auditoire, vous le savez, c'est aussi l'électorat. Attention, s'il n'y a pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ligne directrice ni de conviction, il y a quand même derrière tout ça, et c'est plus important pour lui, en tout cas c'est la façon qu'il a procédé, un vrai travail de communication. C'est un travail de sape qui agit sur la raison, et ainsi la communication active tous les ressorts qui conduisent les électeurs. En l'occurrence, ces ressorts ont joué sur un malentendu chronique, celui qui a poussé les Français à se tromper. Ainsi, ce sont d'abord les réseaux économiques et médiatiques, ainsi que tous les lobbies conservateurs et libéraux, qui se sont employés dans une parfaite unité, animée par la fameuse pensée unique, pour arriver au résultat de l'élection tel que nous l'avons connu. Ils se sont ainsi appuyés sur une communication à l'usage du bon peuple. Il faut dire qu'ils avaient beaucoup de médias avec eux, ils avaient évidemment des chaînes de télévision privées, avec des patrons amis, ils avaient des groupes de presse privés, avec des patrons amis, et puis ils avaient donc cette fameuse aussi pensée qu'on ne pouvait pas sortir non plus d'un cadre particulier, qu'il fallait continuer dans la même direction que celle dans laquelle on était depuis déjà des décennies. Et lui, il a incarné ça, il a incarné un petit peu l'homme nouveau, alors qu'il n'était pas vraiment, puisqu'il était déjà au pouvoir depuis plus de 30 ans, en étant déjà à Neuilly-sur-Seine. Il a incarné l'homme qui pouvait tout changer, qui brassait beaucoup de vent et qui, en brassant du vent, allait faire s'envoler les feuilles mortes. Et il disait, voilà, moi ce que je vais faire ça, 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 ça et ça et ça. Il a tellement promis que finalement les gens ne se souvenaient plus de ce qu'il avait promis et de ce qu'il a tenu. Et là, on remet les choses dans leur contexte et on remet les choses dans la réalité. On présentait Sarkozy comme l'homme providentiel, à défaut d'être l'homme présidentiel, sinon ça se saurait, et à défaut d'être le président idoine. Ce que Sarkozy avait compris, c'est qu'il est inutile d'arriver avec une batterie de mesures structurées et raisonnables, en suivant une ligne politique, voire même une idéologie. Son idéologie à lui, c'était d'être élu, de répondre de façon catégorielle à toutes les demandes pour pouvoir séduire les gens. D'être d'accord avec ses interlocuteurs quand ils se plaignaient, de monter sur ses grands chevaux quand on le contredisait, d'être outrancier et démesuré dans ses promesses, dont il changeait comme de chemise, suivant les courbes des sondages et en même temps pour coller à l'opinion. On l'a vu d'ailleurs dans beaucoup de faits divers, souvent il s'est rangé derrière les hauts cris que poussaient les gens, et même si c'était ses convictions, il a souvent promis des choses, promis des textes, promis des lois, et il est encore en promettre aujourd'hui d'ailleurs, des nouvelles, ce qui prouve d'ailleurs que celles qu'il a faites ou qu'il a promis n'ont servi à rien. Pour lui, donc, c'était une façon de montrer qu'il pouvait être omniscient, traiter tous les sujets, leur répondre à toutes les interrogations, alors que très souvent, il ne connaissait pas les dossiers et ne les traitait que dans la superficialité. D'ailleurs, il avait toujours une phrase, 2 phrases, dont les journalistes, un peu complaisants, allons nous dire, ressortaient pour pouvoir dire qu'il avait parlé de ce sujet. Il abordait les dossiers de façon superficielle, comme je l'ai dit, mais il avait toujours quelque chose qui était destiné à son auditoire, qui était quelque chose dont on allait se souvenir et qui allait marquer les médias, les esprits et les journaux. L'important, pense-t-on, quand on évolue dans ce concept de superficialité, c'est de se disperser. Dans chaque grand oral que l'on doit livrer devant un groupe de pression, on apprend sujet par sujet dans les grandes lignes, justement un point précis qui sera repris en boucle, sans même que l'on évalue ce point-là dans une politique d'ensemble. C'est un peu le problème du bonimenteur. Ce qu'il veut, c'est vendre sa camelote tout de suite et qu'on lui en sache gré au moment des élections. L'identité collective n'est pas sa vision des choses, ni la France, ni même l'avenir de la France, ni la façon dont elle va évoluer. Sinon, il émettrait des promesses irréalisables ou coûteuses. Mais par cela, alors, il s'aliénerait une partie de l'électorat. Alors, il se lance dans une surenchère infernale. Et lorsqu'après, comme c'est le cas, on le met face à ses responsabilités et à ses erreurs, il ne peut pas expliquer qu'il avait simplement promis pour être élu. Il rejette les fautes sur les autres, sur les mauvais résultats, sur les éléments extérieurs, voire même il s'en prend aux électeurs, en disant, et c'est écrit dans le livre, que décidément les Français sont ingouvernables et qu'il est bien difficile de réformer. Il faut dire aussi qu'il avait dit que le politique était au-dessus de tout et qu'il pouvait tout gérer,
Et que, dans une phrase aussi du livre, on le verra, il le dit à un moment, finalement, le politique ne peut rien faire par rapport à la crise. Donc c'est pas la peine de vouloir être élu si on ne peut rien faire. Voilà. C'est d'ailleurs très courant de s'en prendre aux autres, de s'en prendre à des éléments extérieurs, de dire, voilà, moi on n'y peut rien, c'est pas nous, nous on a fait ce qu'on a pu, mais ceci étant dit, on fait ce qu'on peut, mais si on ne peut pas faire, on ne promet pas. Enfin, c'est mon point de vue. Je pense que c'est le point de vue de beaucoup de Français aussi. Donc, il s'en prend aux électeurs, il leur dit que finalement, il faut plutôt lui faire confiance et que ce sont eux qui ont tort, parce que ce sont tous les autres les électeurs qui ont tort, sauf au moment où ils votent. Il explique combien sa fonction est compliquée, raison de plus justement pour peut-être qu'ils ne la poursuivent pas trop longtemps, et il n'est pas question ici de valeur, de projet, de méthode, d'évaluation, de transparence, car tout change en fonction des interlocuteurs. Et évidemment, vous le savez, tout évolue très vite. Les centres d'intérêt, les faits divers ou les informations sur lesquelles rebondir changent sans cesse. Notre présence confond avec des flux, des images, des signes. Notre esprit se dissout dans la surinformation et l'accumulation d'une actualité permanente, comme disait Baudrillard. Une actualité qui digère le présent lui-même, et il faut chaque fois rebondir sur ces questions, chaque fois repromettre, chaque fois redire des choses, sans savoir vraiment, sans prendre vraiment le temps du recul, de la réflexion et de l'analyse. L'escamoteur de service trouve sans cesse matière à remettre une question qui devient soudain fondamentale sur le devant de la scène, et évidemment, celle-ci s'accompagne d'une proposition toujours un peu trop vite élaborée. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher vraiment le fond du problème, on essaie de trouver des solutions rapidement parce qu'il faut plaire à l'électeur et il faut plaire surtout aux gens qui attendent. Alors pour avancer un petit peu, maintenant qu'on a vu comment il a procédé, c'est-à-dire avec les médias, avec le soutien de ses amis, avec également une communication bien huilée, qui, il faut le reconnaître, a porté ses fruits, il faut se poser 3 questions. Si cette politique de l'à peu près et de la promesse à tout va être inéluctable, ou s'il ne faut pas être plus carré, plus précis, plus intransigeant dans son programme, au risque de perdre. La question est, vont-ils mieux perdre son âme que des élections? Visiblement, lui, cette question, il ne se l'est pas posée, parce qu'il en est toujours, et on le voit tout de suite, on le voit encore maintenant, il est encore en campagne, il en est toujours à promettre encore des choses, et on va voir ce qu'il va en advenir. Ensuite, la question c'est, est-ce une méthode? Est-ce que c'est une méthode de gouvernement que de pouvoir surréagir, réagir à des choses comme ça qui se présentent au fur et à mesure, de pouvoir intervenir sur tous les sujets, sur toutes les questions, au lieu de laisser d'ailleurs des spécialistes qui seraient beaucoup plus compétents, de pouvoir pondre des projets de loi permanents. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, il le disait, on ne va pas faire une loi tous les jours, c'est une manie un peu française, et quand on s'aperçoit qu'il a fait à peu près plusieurs centaines de lois depuis qu'il est au pouvoir, et certaines lois qui ont été reprises 3, 4, 5 fois, puisqu'elles ne portaient pas leurs fruits, c'est parce qu'il les avait faites de façon inconsidérée, de façon trop rapide, sans prendre le temps d'étudier les choses et d'aller au fond. Aller au fond, c'est pas tellement sa position d'ailleurs. Lui, ce qu'il veut, c'est tout de suite avoir quelque chose à dire sur un sujet pour qu'on ne l'accuse pas de ne pas réagir, et puis surtout qu'on passe tout de suite à autre chose, sauf si c'est un sujet porteur, et il y en a beaucoup. Et ensuite, il les abandonne en route. Par exemple, il a lancé l'idée de l'identité nationale parce que c'était quelque chose qui était porteur, et puis au bout d'un moment, il n'a pas voulu creuser la question. Il l'a laissé tomber en route, et voilà, l'identité nationale, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait plus où on en est, c'est une question dont on ne parle plus. Enfin, peut-être il la ressortira, là, on ne sait jamais, on peut s'attendre à tout. Voilà, et comment maintenant, la vraie question qu'on peut se poser, c'est comment dans une deuxième campagne, on peut remettre des éléments en avant. C'est-à-dire comment on peut recommencer à s'adresser à différents secteurs, comment on peut, au cœur des débats, commenter de nouvelles choses, enfin des choses qui ont déjà eu lieu, mais qui se reproduisent. Par exemple, on voit les fermetures d'usines, il avait promis d'intervenir pour éviter la désindustrialisation, pour qu'on maintienne les emplois en France. Il était intervenu en disant sur certaines entreprises, je serai là, je ne vous laisserai pas tomber. Au début, ce qui est advenu, les chômeurs, ils attendent toujours un signe du président de la République. Et il continue, c'est-à-dire qu'il recommence à aller dans une entreprise en disant, voilà, il faut remettre de l'industrie. Pendant 5 ans, il n'a rien fait, mais il recommence. Et en fait, la vraie question maintenant est de savoir si, en recommençant sur cet exercice, sur ce mode de fonctionnement, si les gens vont se laisser prendre une deuxième fois. Donc ça, c'est la question qu'on peut se poser. Et on n'a pas de réponse pour l'instant, parce qu'il semble aller prendre la même route, c'est-à-dire recommencer à réagir sur des éléments qui se produisent, recommencer à faire des promesses, recommencer à dire à toutes les catégories qu'il va s'en occuper. On le voit maintenant aussi dans beaucoup de domaines. On l'a vu par exemple avec les agriculteurs, il leur a refait de nouvelles promesses en disant on va revoir la PAC, on ne vous laissera pas tomber, etc. Bon, ça fait 5 ans. Effectivement, maintenant, ils savent à quoi s'en tenir. Alors, est-ce qu'ils vont se laisser piéger de nouveau?
On ne sait pas. On l'avait vu aussi avec, par exemple, les restaurateurs. Il leur avait dit on baissera la TVA. Et des spécialistes lui avaient dit attention, ils ne vont pas forcément jouer le jeu, il ne faut pas leur faire un cadeau spécialement parce qu'on l'a promis. Bon, ça, c'est une des seules promesses qu'il a tenues. Il leur revient dessus maintenant parce qu'il se dit que finalement, c'était impossible. Et là, est-ce qu'ils vont maintenant, de nouveau, se laisser piéger dans la nouvelle campagne? C'est la question. Alors, est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut promettre? Est-ce qu'on peut faire des tours de passe-passe pour pouvoir être élu? Voilà la vraie question. On en saura un peu plus au mois de mai, mais on peut quand même s'interroger. Ce livre met en tout cas en évidence beaucoup de questions. J'ai ajouté des petits commentaires parce que je m'étais dit quand même il faut que je mette ma patte là-dedans, qui sont quelquefois réalistes, quelquefois ironiques, quelquefois même un petit peu méchants. Mais bon, c'est aussi... il fallait mettre un petit peu de d'objectivité, pardon, pour ne pas être trop subjectif justement, parce que sinon, ben, on aurait pu penser que j'avais choisi comme ça, mais bon, finalement, avec un petit commentaire, on voit où on veut en venir, parce qu'il y a des fois des contradictions, il y a quelquefois des choses qui se recoupent, mais dont on voit qu'elles ont été dites plusieurs fois. Par exemple, il a parlé de certains sujets en 2007, il en a parlé en 2008, il a dit on le fera en 2007, en 2008. Il a dit ça sera fait avant 2009. Voilà, ensuite, fin 2010, on en parlera. Par exemple, il avait parlé du contrat de travail unique. En 2007, il a dit, voilà, c'est un sujet impératif sur lequel je m'attaquerai avant fin 2008. Et puis il a dit, il en a reparlé dans une réunion avec des chefs d'entreprise en 2009 en disant, il faut absolument faire voter un contrat de travail unique. Et puis en 2010, on l'attend toujours. En 2011, il n'est toujours pas fait. Et là, peut-être qu'il va nous le ressentir en 2012. Il va peut-être dire, finalement, ce serait bien de faire ça. Mais ça, c'est encore un détail parmi d'autres. Donc il y a des choses, effectivement, qu'il n'a pas faites. Et il y a des choses qu'il a faites, mais il ne les a pas faites comme il l'avait dit. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait de la retraite, tout à l'heure, il voulait revenir sur la retraite, mais pas comme ça. Il avait même dit à la présidente du MEDEF, il n'est pas du tout question de revenir sur la retraite. Et ensuite, il a dit, on est revenu dessus parce que c'était quelque chose d'inévitable. Donc, peut-être que la conjoncture a évolué, mais quand on n'est pas sûr, on ne promet pas. Voilà. Parce qu'ensuite, on n'est pas sérieux et on n'est pas pris au sérieux. Voilà. Alors, je ne voulais pas non plus faire trop long, parce qu'effectivement, ce sont des phrases, donc ça, c'est des choses qu'il faut découvrir au fur et à mesure. Et on peut les mettre en parallèle. Il y a beaucoup, il y a 400, je crois qu'il y a 400 phrases, 400 remarques. 800, oui, parce qu'il y a 400, pardon, en fait. Donc il y a 800 remarques qui ont été faites. Donc il y a de quoi lire, il y a de quoi faire, et surtout, il y a de quoi se servir, je pense, pour tous ceux qui vont s'engager dans la campagne, que ce soit des gens de son propre parti qui peuvent lui dire attention, peut-être que tu vas un peu trop loin, des gens qui sont évidemment ses adversaires politiques qui peuvent lui ressortir de temps en temps quand il va partir un petit peu dans des phrases tarabiscotées et dans des promesses qu'il a déjà faites. Ça peut être un outil aussi politique et un outil pour la campagne. Voilà, je ne vais pas faire trop long parce que précisément c'est quelque chose qu'il faut regarder petit à petit. Ça se lit comme ça, phrase par phrase, de temps en temps. Le soir avant de se coucher, on en regarde une ou deux et on se dit, on réfléchit sur la question en se disant tiens, qu'est-ce qu'il a fait là-dedans, par exemple, quand il dit, par exemple, voilà, pour l'assurance maladie, et il vaut mieux une régulation comptable. Il ne faut pas contracter les dépenses. Voilà. Il a dit, puis ensuite il dit 1 an après, 2 ans après, il dit maintenant il faut contracter les dépenses, il faut que toutes les mesures soient prises pour ça. Voilà. Et ça, c'est des choses dans tous les domaines. On en a vu aussi dans la sécurité, par exemple, quand il dit il faut faire attention à ce qu'on fait avec la sécurité, on ne doit pas traiter ces jeunes de voyous. Et puis quand il dit après, ce sont des jeunes voyous. Et quand il dit à la presse, attention, ne les traitez pas comme ça, parce qu'il était dans les banlieues, qu'il pensait récupérer quelques voix de jeunes. À mon avis, c'était trompé, quoi. Voilà, quand il dit, par exemple, je veux réformer nos prisons, ça c'était dans son projet, et 2 ans après, donc toujours rien fait, l'état de nos prisons est une honte pour notre République. Et d'ailleurs, dernièrement, parce que le bouquin, au bout d'un mois, il a fallu s'arrêter, mais dernièrement, il a refait une sortie là-dedans en disant il faut absolument qu'on revoie un peu ce qu'on peut faire pour les prisons françaises. Parce qu'on a été aligné encore pour une 19e fois par la Cour européenne pour la situation de nos prisons. Mais ça veut dire qu'il n'a rien fait. Il en repart, donc il remet ça sur le devant de la scène. Un journal en a parlé en disant voilà, on va s'attaquer à ça, mais voilà, c'est toujours en l'état. Alors on en construit des nouvelles, mais on ne fait rien pour les anciennes. Voilà, je ferai dès l'été 2007 une loi qui interdira la pratique détestable des parachutes dorés. Voilà, on attend toujours. Ça, dès 2007, hein, donc c'était vraiment un truc très urgent en fait. Pour lui, c'était vraiment très urgent. Au lieu de payer les Français à moins de travailler, il faut les inciter à travailler plus. Voilà.
Et ensuite, il a fait une déclaration concernant le travail à temps partiel, en disant qu'il fallait plus de travail à temps partiel. Donc si c'est ça, travailler plus. Quand on travaille 20 heures par semaine, on ne travaille pas beaucoup plus, en fait. Voilà. De même qu'il dit, le partage de la valeur, j'y tiens. Voilà. Ça, c'est à propos des partages des richesses plus équitables. C'est ce qu'il avait dit. Bon, on a toujours à attendre aussi, parce qu'il y a toujours des gens qui attendent le partage de la valeur pour l'instant. Et puis, il a dit aussi beaucoup de choses. Il a dit, par exemple, une fois la proposition de lutte contre la pauvreté, en particulier celle des enfants, il faut que ce soit la priorité du prochain quinquennat, puisqu'il avait dit qu'à la fin de son quinquennat, il voulait que plus personne ne soit obligé de coucher dehors. On a vu la réussite, puisqu'il y a toujours des incantations, et puis on a même augmenté le nombre de pauvres en France, et de gens qui, hélas, sont dans la rue. Voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà. Par exemple, il voulait favoriser le bénévolat en créant un livret d'épargne civique qui donnera aux bénévoles des avantages concrets. Ça, c'est quelque chose de très précis, hein, des avantages concrets, on ne sait pas ce que c'est. Et ensuite, il l'a redit un an après, je souhaite valoriser le bénévolat en créant un livret civique. Et ensuite, voilà, on attend toujours ce livret civique de ses actions. De même, il avait dit qu'il voulait créer un contrat d'union civile aussi pour les personnes du même sexe. Bon, ça, on en pense ce qu'on veut, mais bon, il l'avait promis. Ils attendent toujours. Voilà, ils se disent, tiens, ça ne vient pas, peut-être qu'il a oublié. Et puis c'est pareil, il parlait aussi de beaucoup de choses par rapport à l'immigration. Quand il disait le mythe de l'immigration zéro n'a aucun sens, il est contraire à l'intérêt de notre pays. Ensuite, il a dit nous sommes si fiers de notre système d'intégration, il faut se réveiller pour voir ce qu'il a produit. Donc voilà, lui, il était pour interdire l'immigration zéro, et puis finalement, il condamnait ensuite ce qu'il avait produit. Mais il continue, hein, des fois, il a des discours contradictoires sur la question. Hein. Il ne sait pas trop où il va, le pauvre garçon. Donc il se dit, finalement, on peut toujours faire des choses, promettre des choses. On peut dire, par exemple, là, il faut créer cette chaîne de solidarité entre les jeunes et les plus âgés pour que les jeunes et les plus âgés puissent travailler ensemble. Et ensuite, il dit, s'il suffisait de retirer un vieux pour mettre un jeune, si ça suffisait, ça se saurait. Voilà. Donc il y a des petites choses comme ça. Et la prise en charge des personnes en fin de vie est absolument une priorité. Il l'a dit 3 fois ça en 4 ans. Et on attend toujours que ça se passe, puisqu'il la 4e branche, elle bat un peu de l'aile. Il y a des choses comme ça. Et puis il dit, par exemple, je souhaite garantir les qualités et l'équité de l'accès aux soins pour tous sur le territoire. Et ensuite, il parle de la nécessaire réforme de la fermeture des hôpitaux. Voilà. Donc il y a des choses qui sont intéressantes, peut-être, je pense, même très, très intéressantes à décrypter et à voir. Voilà, donc ce qu'on peut dire, on ne peut pas tout citer, parce qu'ensuite, je pense que sur Enquête et Débat, on aura des éléments, on aura des phrases qui seront comme ça, distillées comme ça pour faire réfléchir un petit peu les gens. Ce qui ne les empêchera peut-être pas de se procurer le livre, sans doute, les gens j'espère. Mais des petites phrases distillées comme ça, une par une, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis ensuite, on va attendre, avec la sortie du livre, on va attendre les réactions telles qu'elles vont être, parce qu'il va y en avoir peut-être. Il va y en avoir même sans doute. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Christian? Il faut venir à côté du micro. Qu'on t'entende. Alors, j'aimerais savoir si vous pensez que ça tient uniquement à Sarkozy lui-même, parce que j'ai plutôt l'impression que ça, à l'époque actuelle et dans la situation actuelle, c'est quelque chose qui est typique à tous les présidents de la République française, quels qu'ils soient. Je veux dire par là, est-ce qu'ils ont encore les moyens de faire autre chose que du mensonge et d'entretenir comme ça l'espoir chez les gens? Est-ce qu'ils ont encore les moyens d'appliquer une politique concrète? Est-ce que c'est pas plutôt parce qu'ils obéissent au marché ou à des pays étrangers ou à l'Union européenne? Certes, il y a ce paramètre-là, mais il y a deux choses dans ce que vous me dites. Et d'abord, une chose, c'est que la différence avec Sarkozy par rapport aux autres présidents, c'est que les autres présidents s'appuyaient sur un parti, lui aussi, mais que ce parti était quand même un aiguillon, c'est-à-dire ce parti travaillait à la construction d'un projet, d'un programme, et ensuite ils essayaient de bâtir leurs idées, de les mettre en forme, etc. Avec Sarkozy en 2007, il y a eu un programme, mais ce programme il s'en est éloigné, c'est-à-dire souvent il a fait des choses, bon, le programme, c'est même lui qui l'a dicté, il a dit bon je vais faire ça, 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 c'est-à-dire que c'est pas venu de la base, c'est pas venu de son mouvement, c'est lui qui a dit moi pour ça je vais faire ça, pour ça je vais faire ça, et en fait il s'est emparé un peu de tous les problèmes, il n'a pas tellement écouté les conseillers parce qu'il avait des conseillers en finance, il avait des conseillers en économie, il avait des conseillers partout. Notamment, il y avait aussi des gens qui lui disaient attention, il y a une dimension européenne dont il faudra tenir compte, notamment par exemple après le référendum de 2005, les gens s'étaient quand même exprimés par rapport aux craintes de ce que l'Europe allait pouvoir imposer.
il y avait quand même eu un vote massif contre le référendum de 2005. Lui, il a dit, moi, le référendum de 2005, je m'assois dessus, je fais passer ça par l'Assemblée nationale, et finalement, on le reprend. Voilà. Et donc, en fait, comme vous dites, il a plus, souvent dans d'autres partis, même d'autres présidents avant, ils essayaient quand même de construire un peu leur programme, même s'ils faisaient des promesses, même s'ils faisaient aussi des déclarations en l'air, ils s'appuyaient quand même sur quelque chose qui était élaboré en amont. Lui, c'est lui qui a élaboré le programme en grande partie. C'est lui qui a dit, voilà, moi sur cette direction-là, je vais aller là, je vais faire ci, je veux mettre en avant tel truc, voilà, telle chose. Voilà, il y a ça qui me revient, parce qu'il y a des choses qui lui revenaient. Il dit, ben voilà, pour ça, on va faire ça, pour la sécurité, on va faire ça. Voilà. Et ensuite, il a été un peu pris au piège, parce que du coup, il a été obligé de faire la surenchère chaque fois. Puisque quand on lui disait, oui, mais par exemple, est-ce que vous allez assez loin par rapport à un délinquant, etc. Oui, bah, puisque c'est ça, on va faire des peines planchées, on va faire. Et en fait, il a été obligé de tout instaurer, et il ne pouvait plus s'en sortir. Ensuite, maintenant, effectivement, il y a les marchés. Donc il y a des paramètres à prendre en compte, des paramètres extérieurs. Il y a les marchés, il y a les agences de notation, il y a la colère, il y a aussi les entreprises, il y a l'Union européenne. Mais l'Union européenne, en fait, c'est aussi lui qui l'a voulu, ça. Je veux dire, voilà. Mais en même temps, justement, il y avait des choses dont il savait qu'elles seraient, parce que la crise a démarré en 2008, mais il y a quand même des prémices un petit peu avant. On savait qu'à la moindre, c'était un peu comme un château de cartes, à la moindre petite crise, les choses allaient tomber. Donc il y avait des choses sur lesquelles il ne fallait pas s'engager. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'il y a des choses dont on savait qu'elles n'allaient pas être possibles. Par exemple, quand on voyait l'État de la Sécurité sociale qui disait on va créer une 5e branche pour absolument le 3e âge, c'est utile. Mais la façon dont il le disait, on va créer une 5e branche. Il disait pas on va créer une 5e branche en évoluant comme ça, en procédant comme ça, en faisant par exemple de nouvelles ponctions, etc. Il disait on va faire ça. Et ensuite il disait voilà, je veux créer une 5e branche. Alors qu'il savait très bien que déjà la sécurité sociale était mal en point. Et pour plein de questions c'est comme ça. Alors maintenant, avec la crise en plus, il va falloir voir ce qu'il va nous promettre. Parce que je ne sais pas si vous écoutez maintenant, mais la question, il est encore en train de dire maintenant, en 2013 on a tout résolu. Il a dit en 2013 on aura tout remboursé, on n'aura plus de dette, on n'aura plus de déficit, on n'aura plus rien. Ça 2013... c'est dans 2 ans. Donc, s'ils arrivent à tout rembourser d'ici 2 ans, avec les petites ponctions qu'ils font actuellement et les petites par la taxe soda, je pense que c'est pas avec ça qu'on va arriver à rembourser les trucs. Et donc c'est pour ça, ils peuvent pas, ils sont tous dans ce système-là. La différence avec lui, c'est que c'est lui qui l'a articulé en quelque sorte. Donc je crois que c'est la Cour des comptes qui a démontré que 2/3 de la dette était imputable à Sarkozy, 2/3 de la dette sous le mandat de Sarkozy était imputable à Nicolas Sarkozy. Exactement. Et c'est pour ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je disais, quand on lui fait des remarques, il rejette toujours sur la faute des autres, quand vous l'écoutez, il dit ça date de 30 ans. Alors que la Cour des comptes démontre bien qu'entre 2007 et 2011, la dette a augmenté de à peu près de 50%, et le déficit. Donc ça c'est comptable, c'est mathématique, c'est prouvé. Mais lui, il dit ça vient des politiques qu'on a fait il y a 30 ans, etc. Et il rejette la faute sur les autres, ça vaut la faute de l'Allemagne, c'est la faute de la Grèce qui est rentrée dans l'euro, c'est la faute des Portugais qui ne travaillent pas assez. C'est pas de sa faute à lui. Lui, on n'entend jamais dire je me suis trompé, j'aurais dû faire comme ça, j'ai pas fait ça. Voilà. Et c'est un peu ça le problème. C'est qu'on peut faire des erreurs. D'abord, en amont, on ne promet pas tout et n'importe quoi. On réfléchit à ce qui est possible et pas possible, à ce qui est réalisable et pas réalisable. Et ensuite, quand on est là, on peut faire son mea culpa. Simplement, il a tellement une volonté de paraître infaillible et omniscient, c'est-à-dire d'être sur tous les sujets avec toutes les réponses possibles et imaginables, que finalement, eh bien, il ne peut pas se déjuger, il ne peut pas dire je me suis trompé là-dessus, parce qu'on va dire oui, mais si c'est trompé là-dessus, c'est trompé là-dessus aussi, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour revenir un petit peu, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il a pris François Fillon comme Premier ministre et qu'il l'a gardé, parce que au lieu que ce soit le gouvernement qui mette en avant des projets de loi, etc., c'est lui qui les a un petit peu soumis en disant voilà, travaillez là-dessus, réfléchissez là, à ça, etc. Alors que normalement, c'est au gouvernement, c'est même aux parlementaires ou au gouvernement, à s'emparer des questions, des problèmes, à faire des projets de loi. Donc lui, en fait, il avait quelqu'un qui était malléable, qui lui disait ah bon, vous voulez qu'on fasse un projet de loi là-dessus, on va réfléchir là-dessus, on va le faire. Bien, autre question? Non? Alors moi j'ai une autre question. Parce que pour prolonger la question précédente, c'est vrai que tous les hommes politiques ont menti à un moment ou à un autre, mais peut-être moins que Sarkozy. Mais pour prendre De Gaulle, qui est un peu mon modèle, on lui reproche encore aujourd'hui, je vous ai compris, ou
l'Algérie algérienne, etc. Bon. Toi, quel serait, si tu avais un seul mensonge, ou deux éventuellement les plus gros, qu'aurait dit Sarkozy, puisque là on est noyé sous la masse de mensonges, mais est-ce qu'il n'y en a pas qui ressortent dans tous tes travaux? Est-ce qu'il y en a un ou deux qui t'ont particulièrement marqué? Celui dont j'ai déjà parlé, moi, sur la retraite. Ouais. Parce que c'est quand même quelque chose qui est assez marquant de ce quinquennat. C'est quand même une réforme quand même importante qui va toucher les gens pour des générations. Et ça c'est quelque chose qu'il n'avait pas dit. Alors ensuite qu'ils viennent dire oui, effectivement, on ne peut pas faire autrement. Mais bon, je pense que c'est pas en 2008 qu'il a découvert qu'on ne pouvait pas faire autrement, même s'il y a eu la crise. Je pense que c'était des choses auxquelles il pensait auparavant. Puisque déjà, précisément, si Laurence Parisot en avait parlé, c'est parce que la question était dans les tuyaux et qu'on commençait à en parler, qu'on pensait y réfléchir. Et lui, il a dit, il n'en est absolument pas question. Il l'a dit devant des partenaires sociaux, il l'a dit devant des responsables d'entreprise, des responsables des chefs d'entreprise. Et puis il y a aussi, ce que je disais aussi tout à l'heure, il y a aussi toutes les promesses qui sont quand même, dont on peut sourire après coup, mais qui sont quand même très graves par rapport notamment à l'industrialisation. C'est-à-dire quand il allait dans les entreprises où les gens étaient menacés de chômage et qu'il arrivait comme Zorro en disant « Attendez, je vais tout sauver, je vais prendre contact avec les patrons, ils vont rester là ». Avec Mittal, par exemple, il est allé voir Mittal en disant « Ne vous inquiétez pas, il y a encore de la sidérurgie pour plusieurs années ». Bon, un an après, Mittal, il a repris ses affaires, il lui a dit « Merci beaucoup » et puis il est parti. Et les gens, et ça c'est très grave parce que ça veut dire que c'est quand même l'avenir de populations entières, de bassins entiers qu'on détruit. Parce qu'il y a des bassins industriels qui sont complètement touchés. Et on ne peut pas jouer comme ça en disant, voilà, on va tout faire. Qui disent, on va essayer de trouver une solution, on va essayer de tout faire, de réindustrialiser le bassin. Et de dire comme ça, ne vous inquiétez pas, je vais voir, ça va être réglé, etc. Voilà. Quand il va à Sangatte, qui dit, quand il était ministre de l'Intérieur, par exemple, il va à Sangatte, il dit, voilà, il fait mettre la police, il la fait intervenir, il sort après, il dit, ouais, le problème est réglé. Voilà. Et puis 2 mois après, de nouveau, des gens sont là. Et en 2007, il dit, j'ai réglé le problème de Sangatte. En 2007. Et en 2009, il y retourne, il dit, effectivement, à Sangatte, il y a encore du travail à faire. Et ça, c'est se moquer du monde, parce qu'il sait très bien que les choses n'étaient pas réglées. C'est pas parce que les gens, on les repousse plus loin que dès que le ministre est parti, ils ne reviennent pas. Et là, le problème, c'est que c'est cette impression de régler des problèmes comme ça, d'un coup de baguette magique, en disant il suffit que. Voilà. Et on l'a vu aussi, par exemple, avec toutes les questions qui concernent les cités. Dans les cités, il y a eu effectivement les émeutes de 2005, il était ministre de l'Intérieur, il a fait intervenir en disant maintenant, ça y est, la paix est revenue dans les cités. On ira dans chaque quartier, on ira dans chaque immeuble, la police sera omniprésente quand je suis président de la République, la sécurité sera ma priorité, on ira partout, on éradiquera tous les trafics. Qu'est-ce qu'il en est maintenant ? La police n'ose même pas aller dans certains quartiers. Alors ça, c'est pas forcément de son fait, mais il fallait pas le dire. Voilà. Parce que là, les gens qui espéraient peut-être un mieux dans ces quartiers-là, ils se disent, mais finalement, ça n'a pas changé. Alors effectivement, quand il se passe quelque chose, il se passe un incident, alors effectivement, on fait débarquer 400 CRS, ils fouillent, voilà, et puis ils repartent. Et puis 3 jours après, la situation redevient la même. En fait, c'est cette façon de procéder un petit peu à coup de médiatisation, parce que souvent, précisément, il y a les médias qui sont là. Donc, et une autre question, c'était... mais pour répondre à ta question, pour en sortir un particulièrement, c'est difficile. Parce que qui ressort de l'eau. Mais alors, tu as passé beaucoup de temps à faire ces recherches. Je ne sais pas, 3 ans, enfin, c'est un travail... 2 ans, ouais. Mais c'est un énorme travail parce que tu as dû lire... tu es journaliste à France Télévisions, mais tu as dû lire toutes les déclarations, enfin un bon nombre d'entre elles. Est-ce que ça rend pas fou parce qu'il en faisait tout le temps. C'est-à-dire que ce qui était assez facile, c'était les déclarations qu'il avait faites avant quand il était candidat, parce que ça on les trouvait facilement. Il y avait un programme, il y avait des éléments auprès de l'EMP, il y avait un programme. Après j'ai consulté quelques bouquins, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques reprises des livres qu'il avait fait, donc j'ai consulté des choses. Ensuite, ce qui était le plus difficile, c'était de retrouver ce qu'il avait dit qu'on pouvait mettre en contradiction ou en comparaison. Parce que ça, c'était forcément ensuite sur des déplacements, dans des réunions publiques, etc. Donc il a fallu effectivement se prendre les principales réunions publiques qu'il avait faites à Nantes, il en avait fait à Saint-Étienne, tout ce qu'il avait fait aussi. Et ces réunions publiques, il fallait ensuite essayer de trouver une phrase dans laquelle il parlait de quelque chose
Mais c'était assez facile parce que comme lui, précisément, enfin c'était plus facile qu'on le pense, mais comme lui, précisément, il est catégoriel, il suffisait de trouver... Catégorique. Voilà, il suffisait de trouver déclaration de Sarkozy devant les agriculteurs. Voilà. Et on disait, voilà, qu'est-ce qu'il a dit. Par exemple, quand il parle de l'environnement, il y a un exemple, il dit on va tout faire pour sauver l'environnement, on va faire payer la taxe carbone, enfin, ce qu'il en est devenu d'ailleurs, etc. On va limiter le gaz carbonique, on va limiter tout ce qu'il y a. Et ensuite, il arrive au salon de l'agriculture en disant aux agriculteurs j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, on va autoriser les camions de 44 tonnes. Et ça, parce que là, il est vers les agriculteurs, donc il ne pense plus à la question de l'environnement. Il dit qu'est-ce qui pourrait leur faire plaisir. Bon, ils nous demandaient des gros camions pour pouvoir avoir plus à transporter. Je vais leur annoncer ça. Ah, moi, puisque j'ai eu ce privilège de lire le livre avant qu'il sorte, puisque j'en suis l'éditeur, il y a un mensonge qui m'a particulièrement marqué, et qui... deux, et dont tu n'as pas encore parlé. Et le premier, c'est sur les radars. Ah oui. Est-ce que tu peux en dire deux mots? Et le deuxième, déjà sur les radars, oui, sur les radars, où il considère que les radars n'ont pas vocation à simplement enrichir l'État. Me semble, c'est ça, je ne l'ai pas en tête, mais ça doit être ça. Non, c'est sur les panneaux. Oui, c'est ça. Donc il n'est pas question de supprimer parce que justement, il dit on ne veut pas piéger les gens simplement pour les faire payer, c'est ça. Ouais. Et ensuite, il revient sur la question, évidemment. Ouais. Et puis, il y a aussi un truc important, c'est par rapport aux inondations aussi. Ouais. Où il avait parlé, il avait dit oui, de toute façon, on a des problèmes de construction, il faut autoriser tout, on peut construire même en zone inondable, etc. Et ensuite, il est allé en Vendée quand il y avait les inondations en disant mais on ne peut pas laisser faire n'importe quoi, c'est quand même absolument effarant. Et un autre exemple, c'est en gros parce que j'ai pas la phrase exacte en tête, mais l'autre exemple qui m'a particulièrement marqué, c'est l'histoire des Français qui doivent tous devenir propriétaires. Ah oui, c'est ça. Ça c'est avant les subprimes. Ah oui, ça c'est bien. Ça c'est bien parce qu'il a dit tout ce qu'ont fait les Anglais, ce qu'ont fait les Américains, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Moi je veux une France de propriétaires. Les Français ont trop d'épargne, ils ne s'endettent pas assez. C'est texto, il dit les Français ne s'endettent pas assez. Je suis pour que les Français investissent un peu plus dans l'immobilier pour que tous les Français deviennent propriétaires. Et ensuite, la crise de subprime arrive en disant il y a quand même eu des choses qui ont été faites par rapport au prêt immobilier, c'était n'importe quoi, on a prêté à des gens qui n'étaient pas solvables. Et c'était exactement ce qu'ils voulaient pour la France. Et peut-être que si cette crise n'était pas arrivée, on en serait au même point, certainement d'ailleurs, parce que là du coup, il y a eu un petit peu, on a freiné un peu des quatre fers par rapport à la question. Mais il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses parce qu'il ne pense plus à ce qu'il avait dit en fait. Donc il réagit à l'instant. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, vu qu'il est catégoriel, donc quand il disait quelque chose sur l'école, j'allais chercher un discours aux instituteurs. Donc c'était plus facile parce que lui, il s'adresse aux gens en fonction des gens à qui il s'adresse. En fait, il leur dit voilà, qu'est-ce que vous voulez? Oui, voilà, je vous annonce ça. Voilà. Mais c'est comme au CRIF où il avait annoncé que les petits enfants, en fait, les enfants de 10 ans étaient déportés. Voilà, c'est ça. On a déporté. Et puis ensuite, et en même temps, juste avant, il avait dit que c'était on n'avait pas apporté la mémoire collective individuellement. Voilà, c'était ça. Et donc, en fait, c'est tout et n'importe quoi, on peut dire, parce que en même temps, c'est aussi, on n'arrive plus à savoir ce qu'il pense vraiment. Et d'ailleurs, on se demande si quelquefois il pense vraiment ce qu'il dit. Non, mais c'est vrai. On se demande s'il a, justement, c'est ce que je disais un petit peu dans mon petit argumentaire, il n'a pas de ligne de conduite. La seule ligne de conduite qu'il a eue, pendant longtemps, c'était le bouclier fiscal. Parce que ça, il a dit, c'est mon projet, d'ailleurs, c'est une des choses qu'il a faites. Ensuite, il l'a supprimé, malgré tout, il est arrivé à le supprimer, parce que là, il ne pouvait plus faire autant. Mais, par exemple, même par rapport au bouclier fiscal, même quand des économistes le mettaient face aux réalités en disant que c'était quelque chose qui coûtait très cher, qui favorisait l'injustice et qui était très impopulaire, et lui, il continuait dans son idée en disant qu'il faut absolument ce bouclier fiscal, sans quoi les gens partent, etc. Alors que les chiffres ont montré d'ailleurs que les gens ne partent pas tant que ça. Il y a très peu de gens qui partent et il y en a aussi qui reviennent. Et en fait, c'était parce qu'il voulait absolument défendre cette question-là, parce que, bon, on peut considérer que c'était peut-être un peu un renvoi d'ascenseur à ceux qui l'avaient aidé à être élu. Enfin, ça, c'est mon point de vue, c'est tout à fait personnel. Et autre question intéressante, tu es journaliste à France Télévisions, et Sarkozy est une bête de télévision, je crois qu'on peut le dire. C'est même grâce à ça qu'il a été élu. Bon. Qu'est-ce que tu penses de l'impact de la télévision sur la politique en général, et sur Sarkozy en particulier? Alors, voilà. Je vais me placer sur deux choses différentes. Je vais me placer dans un domaine de celui qui regarde la télé, donc de celui qui est journaliste mais qui regarde ce qui se passe. L'impact de la télévision,
est important, mais à mon avis, il est moins important maintenant avec Internet. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était les grandes messes politiques, enfin les grandes émissions politiques étaient très suivies, elles le sont encore, mais la parole était un peu plus rare, puisque forcément les gens s'exprimaient. Bon, je ne parle pas du président de la République, mais de façon générale, les gens s'exprimaient une fois de temps en temps, ils étaient invités, ils parlaient, ils faisaient un peu des émissions de radio. Maintenant, sur Internet, chaque fois qu'ils vont à des manifestations, ils sont filmés. Chaque fois qu'ils vont à des conférences, chaque fois qu'ils vont en déplacement, ils sont filmés, ça repasse sur Internet, on sait ce qu'ils ont dit, on sait ce qu'ils ont fait. Donc l'appel de la télévision est moins important. Mais il est encore important parce que, par exemple pour Sarkozy, maintenant la télévision, il s'en sert comme tremplin. C'est-à-dire qu'il arrive, il dit voilà, et maintenant il se fait un peu plus rare parce qu'il prépare sa campagne. Et là, on va le revoir beaucoup. Et lui, il dit voilà ce que j'ai fait, il fallait le faire. Mais il recommence un petit peu son côté méthode Coué. En fait, il s'en sert pour faire la méthode Coué, pour dire c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, j'ai fait ça, j'ai bien fait, c'est la faute des autres, etc. Donc là, il s'en sert comme ça. Et vu de l'intérieur, sans être désagréable, parce que je ne veux pas, il faut aussi reconnaître que dans la télévision française, les contradicteurs ne sont pas d'une virulence quand même à toute épreuve. Parce que moi, quand je regarde ma télévision et que j'écoute Sarkozy, ou d'autres d'ailleurs, quelquefois, je me dis, mais c'est pas possible, mais pose-lui cette question, demande-lui ça, fais comme ça, réagis, dis-lui ça. Parce que par exemple, il y a des contre-vérités éhontées. Par exemple, sur des choses comme ça qu'il a dit là, dont on verra que c'est des contre-vérités, dont on pourra peut-être se servir après. J'espère que mes confrères utiliseront ça pour le mettre face à ces contradictions. Mais des contre-vérités. Et le journaliste ne réagit pas. En lui disant, mais vous aviez dit ça, par exemple. Vous aviez promis ça, vous aviez dit qu'on en serait là, il faudrait faire ça, et vous en êtes tout. Et lui, il dit non, il arrive comme ça, avec son discours, oui, merci, monsieur le Président, oui, voilà. Mais je veux dire, il n'y a pas de contradicteur. Et même les gens qui sont de l'extérieur, parce que souvent on prend un peu ce qu'on appelle des consultants, des gens qui viennent des journaux, c'est souvent la presse bien pensante. Il n'y a pas beaucoup de... Pardon. Il n'y a pas beaucoup de journalistes, j'allais dire, un petit peu rentre dedans. On n'en voit pas beaucoup. Et c'est ça qu'il faudrait, parce que pour justement alimenter un vrai débat, il faudrait des gens qui puissent le contredire. Mais le contredire, non pas simplement en lui disant « Mais alors, vous en êtes où? Est-ce que ça avance ?» etc. Le contredire avec des vrais arguments. Et ça, on n'en a pas. Pardon. J'espère que vous serez le prochain à interviewer le président de la République actuelle, y compris pendant la campagne. J'ai très souvent sollicité mes responsables. Ouais. J'ai toujours reçu une fin de recevoir. Ouais. Bon, ceci dit, ils connaissent aussi ce que j'en pense. Donc justement, voilà. C'est ça qui serait intéressant. Oui, par exemple, vous voyez jamais, bon, de temps en temps, vous voyez des journalistes du Figaro, de l'Express, du Point. Vous voyez jamais des journalistes d'ailleurs. Un peu Marianne de temps en temps, Libé rarement, des journaux comme Minute jamais, comme le Canard enchaîné jamais. Alors c'est là qu'il faudrait un petit peu creuser des fois. Ce serait intéressant d'avoir des gens qui, même d'enquêter des débats, des gens qui viennent, qui disent, non mais c'est vrai qu'ils disent, voilà, nous, on n'a pas du tout cette vision-là, parlez-nous de ça, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça, etc. Et là, c'est pas les journalistes de télévision, bon, sur téléphone, n'en parlons pas, ils ont la carte de presse, mais bon. Ils l'ont, mais ils sont pas virulents du tout, ils sont plutôt complaisants. Quand ils essayent de poser une question qui dérange, c'est une question à minima, c'est un peu, ils survolent un peu de quelque chose. Et puis, souvent, en plus, ils les renvoient dans les cordes et ils ne réagissent pas. Ils leur disent non, ou alors je ne réponds pas, ou tout à l'heure, on verra ça, c'est pas voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de cette idée que c'est le président de la République qui sélectionne les journalistes qui vont lui poser des questions? C'est significatif d'un système. Ouais. Ça veut dire que ils savent très bien que sur une seule intervention, ils peuvent être écartés. Voilà. D'ailleurs, Patrick Poivre a été écarté. Arlène Chabot, qui était à France 2, qui était pourtant de sa mouvance, ça n'est jamais caché d'ailleurs, puisqu'elle a rebondi chez Lagardère, donc à Europe 1. De sa mouvance, elle a eu le tort un jour de faire une réflexion qui ne lui plaisait pas, elle s'est fait débarquer. Elle était directrice de l'information quand même. Donc ça, ils le savent. Alors peut-être qu'il y a ça, mais en même temps, si vraiment ils ont peur de poser des vraies questions, qu'ils n'y aillent pas. Voilà. Mais sur le fait que ce soit le président de la République qui les choisisse. Oui, ça, il ne devrait pas y aller. Dans tous les autres pays, c'est jugé scandaleux. Il ne devrait pas y aller, parce qu'il devrait dire non, nous, c'est à nous de fixer les règles du jeu, c'est à nous de fixer les règles du débat, c'est à nous d'organiser tout ça. C'est pas à vous de nous dire comment on va le faire, quels sont les thèmes, est-ce que vous voulez aborder.
Qu'on voit ça ensemble pour éviter que ça parte dans tous les sens, pourquoi pas, mais c'est nous qui fixons les thèmes, c'est nous qui fixons les règles. Et ça c'est quelque chose qui se faisait plus ou moins avant, et qui ne se fait plus depuis 2007. Même du temps de Chirac, c'était encore les journalistes qui arrivaient à avoir la main. Mhm. Mais depuis 2007, c'est plus... Enfin, 2007 au tout début, si encore, mais après, plus du tout. Plus du tout. Et l'impact qu'il a sur les médias est un impact très important. Effectivement. Bien, merci beaucoup Christian Grégoire. Thank you.